En orthopédagogie, en télé-orthopédagogie, l'expertise avec l'ADR, est-ce qu'on fait de l'aide aux devoirs? Est-ce qu'on fait de la récupération scolaire? L'orthopédagogie existe depuis les années 60 au Québec. C'est une profession qui est basée sur des recherches et puis qui a une formation universitaire pour avoir des pratiques d'enseignement et d'apprentissage efficaces. On va regarder les besoins de notre élève, faire des analyses selon ses capacités, ses processus, et puis on va aller rééduquer. On va aller faire de la prévention, des interventions spécifiques par rapport aux besoins de nos élèves. Toujours avec une planification ciblée sur des objectifs spécifiques pour permettre à nos élèves d'atteindre leur plein potentiel. En orthopédagogie, comme en télé-orthopédagogie, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va aller rééduquer des notions qui ne sont pas maîtrisées pour différentes raisons. Soit qu'il y a un trouble d'apprentissage, soit que ce sont des difficultés, donc des contextes qui ont influencé ces apprentissages. Lorsque je rencontre les parents la première fois et que j'écoute les besoins, c'est l'occasion pour moi de faire un profil de l'élève selon ses besoins, selon ses capacités, selon ses intérêts. Alors, tout ce que j'entends par rapport à l'élève, je vais le prendre en note pour ensuite adapter ma pratique. Je me suis créé une fiche d'intervention, là où je vais aller mettre peut-être les difficultés qui sont identifiées et pourquoi on me contacte. Et puis, à la suite de ça, j'ai aussi une fiche pour me permettre d'être encore plus efficace, donc avec mes objectifs, lesquels je vais réutiliser pour mon plan de rééducation. J'avais envie de faire une petite précision sur la télé-orthopédagogie. Qu'est-ce que ça veut dire? De redresser les apprentissages en ligne. Ça veut dire que l'orthopédagogue qui est formé à l'université est toujours encore orthopédagogue avec ses compétences, avec son expérience et puis qu'on va adopter une pratique qui est encore chaleureuse, qui est encore ludique, qui est encore sur mesure, puis on va encore faire une planification anticipée selon les besoins de notre élève, puis on va encore mener tout ça à une analyse et à une interprétation de toutes les données qu'on recueille au travers de notre intervention pour regarder l'évolution des progrès de notre élève. Que c'est notre organisation et notre planification qui va changer. Donc, d'avoir toujours un plan B, C, D, E, je dirais, par rapport à la connexion Internet, par rapport aussi à la gestion de notre matériel, donc d'avoir une planification différente pour que ce soit encore dynamique, encore interactif, que ce soit intéressant, motivant, stimulant pour l'élève en faisant des progrès avec une rétroaction immédiate et bien sûr aussi notre manière de communiquer pour expliciter et que le langage soit très clair parce que si on dit seulement ici, là, on se comprendra pas. La télé-orthopédagogie, est-ce que c'est aussi efficace que l'orthopédagogie? La réponse est oui! Bien sûr, on est très interactif. D'abord, l'utilisation d'une caméra, des logiciels interactifs, puis les élèves sont très motivés en utilisant les outils technologiques. Mais est-ce que mon élève va être concentré? Est-ce que son attention va être favorable? Durant que j'explique là, que je suis en train de faire une belle modélisation, est-ce qu'il est sur un autre écran? En orthopédagogie, comme en télé-orthopédagogie, on a des moyens pour garder notre élève attentif et puis on va souvent faire différentes activités pour garder justement son attention optimale. On a aussi beaucoup de valorisation et un système de renforcement positif, pour lui permettre de rester motivé et de continuer dans sa démarche de progrès. Donc, que ce soit un thermomètre, que ce soit avec des points, avec
spin, que ce soit recevoir par la poste des autocollants, une revue. Alors, on a différents systèmes de points pour que l'élève reste content dans sa démarche de rééducation et dans sa démarche d'atteindre petit à petit son plein potentiel. Est-ce que la téléorthopédagogie est adaptée à un élève qui a, par exemple, un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité? Ben oui, parce qu'on veut l'amener à faire des apprentissages en le prenant dans toute sa globalité. Et on va le prendre là où il est et puis on va l'amener le plus loin. Ça veut dire que si mon élève a besoin de bouger, je vais juste adapter. Ça veut dire que si, par exemple, je veux faire peut-être des syllabes, eh bien, au lieu d'utiliser mon application que j'utilise avec d'autres élèves, je vais m'adapter à lui et je vais peut-être demander aux parents de prévoir des cerceaux sur lesquels il va sauter durant la rencontre. On utilise des tests qui sont standardisés ou des tests qu'on dit un petit peu plus maison. Alors, c'est vrai que de mon côté, j'ai beaucoup plus l'expérience d'utiliser des tests de manière évolutive, de prendre là, progressivement des notes sur les progrès de l'élève pour ensuite dresser un bilan et montrer l'évolution des progrès et aussi les limites par rapport à tous les moyens qui ont été mis en place, qui a une résistance à l'intervention. Lors de mon évaluation en orthopédagogie qui est en ligne, j'utilise différents moyens pour que l'évaluation soit quand même dynamique, que l'élève soit motivé et pour accéder à son potentiel. Est-ce qu'en téléorthopédagogie, l'enfant a besoin d'avoir un diagnostic pour avoir un suivi? On a des élèves qui ont des difficultés qui sont repérées. On a aussi des élèves qui ont un diagnostic. Peu importe qu'il y ait un diagnostic ou non, si l'élève vit une démotivation, des difficultés, si l'élève a besoin d'une petite tape dans le dos avec des stratégies qui sont efficaces, qui sont basées sur des recherches, sur des techniques spécifiques, alors c'est sûr qu'on aura des conseils pour cet élève-là. La téléorthopédagogie, est-ce que ça veut dire que mon enfant va tout faire à l'ordinateur? On peut encore utiliser le papier, encore le crayon, on peut utiliser des ardoises, on peut utiliser des Legos, on peut utiliser des dés, on peut encore manipuler. C'est possible. Est-ce que je prends un tuteur pour mon enfant ou un orthopédagogue? Alors, je dirais que ça dépend des besoins de votre enfant. Est-ce que votre enfant veut exceller? Si vous êtes un parent qui est très occupé et vous souhaitez que votre enfant ait un accompagnement dans ses devoirs, est-ce qu'il a des notes qui sont moins satisfaisantes que ses attentes? Alors, un tuteur, ce sera parfait. Pour des enfants qui ont des besoins éducatifs particuliers, un élève qui a un diagnostic ou non, mais qu'on a repéré des difficultés scolaires, des notions qui ne sont pas maîtrisées, malgré qu'on essaie de reformuler et d'expliquer de différentes manières, alors l'orthopédagogue est le bon professionnel pour cet enfant. Est-ce que mon enfant doit avoir un orthophoniste ou un orthopédagogue? Alors, ce sont deux professions qui sont très complémentaires avec des impacts positifs selon les besoins de votre enfant. L'orthophoniste va pouvoir mettre le mot, un diagnostic sur un trouble d'apprentissage particulier. En orthopédagogie, on va se servir de toutes les recommandations de l'orthophoniste. On va aussi pouvoir dresser un bilan orthopédagogique qui va permettre de retracer toute l'évolution de notre élève selon ce qu'on a fait avec lui. Donc, on va pouvoir analyser ses besoins, analyser ses capacités pour pouvoir mettre peut-être des outils compensatoires, des stratégies qui vont lui permettre de réussir en classe. L'une des clés de la réussite de nos élèves qu'on suit en orthopédagogie, je dirais que c'est la manipulation. De prendre le temps de faire nos liens dans notre tête, de toucher le corps, la motivation, l'affection, ce qu'on dit, le cœur, l'esprit avec les neurones, c'est connecté.
on est une entité. Et même si on est en ligne, en télé-orthopédagogie, nos élèves continuent de manipuler. Est-ce que je veux me servir plutôt de cette erreur-là pour me guider dans la compréhension de l'élève? C'est ce qu'on fait en orthopédagogie. On valorise l'erreur. On pense que l'erreur est importante et nécessaire pour pouvoir connaître là où est rendu l'enfant et pour pouvoir pallier, pour pouvoir trouver des moyens de lui permettre d'accéder à l'information qu'on souhaite qu'il nous dise. On apprend, quand on dit on apprend de nos erreurs, c'est justement de pouvoir identifier le processus qu'on a mis en place pour parvenir à cette réponse-là. Et puis que si elle est mauvaise, on va prendre un autre chemin pour parvenir maintenant à notre attente. La réussite scolaire ou réussite éducative ou réussir, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de prendre l'élève en le comparant de lui à lui. Donc, si notre élève a une très grande difficulté à assembler, soit en combinaison, donc juste de faire consonne voyelle comme bas, le B avec le A bas, puis qu'à un certain moment, il y parvient, dans la majorité des cas, alors il est en réussite. Par rapport à cette situation-là, il est en réussite. Même si on s'attendrait peut-être de cet élève-là qu'il soit capable de faire peut-être une lecture de court texte, mais c'est d'en prendre cet élève-là dans son contexte et de se dire que pour lui, il est en réussite en ce moment selon cet objectif-là. Et c'est ainsi que notre élève va pouvoir vivre un sentiment de compétence, être fier de lui par rapport à ses progrès.